Et voilà, je retrouve maintenant mes invités. Donc, Vincent Geloso de l'IEDM, co-auteur d'une étude sur la privatisation de Poste Canada. Bonjour, M. Geloso. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Également Alexandre Boulris, donc à Ottawa, député du NPD dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, Mme Sénat. Donc, je commence avec vous. D'ailleurs, on vous a entendu dans le reportage d'Olivier Bourque, votre réaction à cette annonce chez Poste Canada. Vous appréhendez donc une hausse des coûts qui accompagne une baisse des services. Pourquoi une hausse des coûts? Vous savez, concrètement, comment on va réussir à faire ça dans des zones urbaines qui sont densément peuplées? Je prenais l'exemple de Rosemont-la-Petite-Patrie, mais on pourrait donner d'autres milieux urbains où il y a beaucoup de gens. Vous savez, il peut y avoir facilement 150 adresses, 150 logements entre deux coins de rue. Où est-ce qu'on la met, la boîte postale? Ça prend de la place, ça, là. Oui. Je comprends que si on fait des nouveaux aménagements, dans de nouveaux développements de mobilier, on prévoit où mettre la boîte, les gens s'y rendent. Ça fonctionne assez bien, effectivement. Nous, ce qu'on dit, c'est dans des endroits comme le plateau Mont-Royal ou alors Hochelaga-Maisonneuve, on la met où, la boîte? Ça va prendre énormément de place, ça va coûter excessivement cher, ça réduit le service. Et qu'est-ce qu'on fait également avec des clientèles qui ont des problématiques particulières? Les personnes âgées, l'hiver, quand c'est glacé, il y a des mois où ils ne sortent pas tellement dehors, mais également les personnes en fauteuil roulant. Est-ce qu'on va avoir des aménagements? Pourquoi ces gens-là n'auraient pas le droit à un service? Et ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on est en train de détruire un service public qui a très bien marché pendant des années, qui pourrait avoir des alternatives aux coupures puis aux compressions, puis aller justement dans la nouveauté. Vous dites, il y a moins d'enveloppes parce qu'il y a plus d'Internet, mais moi, je vais vous dire, il y a plus d'Internet, donc il y a beaucoup plus de colis. Parce que les gens font leur commande en ligne, mais il faut bien que la boîte, elle arrive à un moment donné à la maison de ce qu'on a commandé. Bien, malheureusement, jusqu'à maintenant, la livraison de colis ne compense pas pour les pertes financières sur la livraison de La dernière lettres. année, le dernier trimestre a été... Les 3 premiers trimestres ont été déficitaires pour Poste Canada. Le 4e a été positif et l'année s'est terminée avec un bilan positif de 67 millions de dollars. Alors, je pense que si on était proactif et on voulait investir dans cette nouvelle niche ou d'autres niches comme d'autres services sur les comptoirs postaux, on pourrait faire preuve de créativité au lieu de simplement faire en sorte qu'il y a quoi, 8000 personnes qui vont perdre leur emploi ou qui n'auront pas la chance d'avoir un emploi à l'avenir. Vincent Geloso, du côté de Québec, bon, on sait que vous vous êtes déjà prononcé sur la privatisation de Poste Canada. On pourra revenir sur cette idée-là au cours de l'émission, mais tout d'abord, et on va en profiter de notre côté pour rappeler les 5 points présentés aujourd'hui dans le plan de Poste Canada. Vous en pensez quoi de ce plan-là, M. Geloso? Est-ce qu'on arrivera à limiter donc les pertes trimestrielles qu'on a connues au cours, disons, depuis 2011? Bien, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais prendre exception avec ce que M. Boulris vient de dire. C'est pas vrai que Poste Canada a eu un passé très récent et un succès. Poste Canada, depuis plusieurs années, a des problèmes considérables qui ont mené justement à une situation inévitable comme celle qui est maintenant, une situation financière difficile. Depuis 2005, Poste Canada, ça, les études avaient montré, comparativement des compagnies privées dans le secteur privé, étaient 10 % moins productifs avec l'utilisation de sa main-d'œuvre, devait faire des investissements de plus de 4 milliards de dollars sur 7 ans, alors qu'il y avait des problèmes de fonds, surtout du côté des fonds de retraite qui ne sont pas capitalisés à la bonne hauteur. Et finalement, en plus de tout ça, il y avait un déclin qui était bien annoncé depuis très longtemps, qui était très visible, un déclin du volume postal de lettres qui étaient envoyées. Donc, c'était tous des phénomènes qu'on voyait venir, qui étaient présents et qui étaient des défis qui étaient à l'horizon de Poste Canada et qui maintenant doivent faire un coup de barre radical pour essayer de solutionner un problème. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que ça se fasse sur le dos des contribuables parce que c'est une société d'État qui va, lorsqu'elle va se restructurer, va le faire au risque des contribuables et des payeurs de taxes. Alexandre Boulris, êtes-vous d'accord, dans le fond, qu'on aurait peut-être pu agir avant pour prévenir ce coup de barre assez douloureux chez Poste Canada? Il y a eu des dernières années qui ont été plus difficiles à Poste Canada. Effectivement, tout le monde est conscient qu'il y a moins d'enveloppes, il y a moins de lettres qui s'écrivent qu'auparavant. Mais dans les 18 dernières années, si on prend les 2 dernières années qui ont été plus difficiles, les 16 précédentes ont été rentables à Poste Canada. Alors moi, là, si je regarde, si je regarde une compagnie qui est rentable 16 années sur 18, je chamboule pas toute la compagnie puis je détruis pas le service. Peut-être que je mets la direction dehors, par exemple, puis dire peut-être que vous devez faire vos preuves pour offrir davantage de services aux gens, pour rentabiliser Poste Canada. Mais en même temps, Poste Canada ne doit pas être déficitaire, il faut être responsable. Mais c'est un service public. C'est pas une compagnie privée qui est là pour faire des profits avec le service qu'ils vont offrir. Nous, ce qu'on dit, c'est regardez qu'est-ce qui se fait ailleurs, par exemple aux États-Unis, en Europe. Les comptoirs postaux, c'est un actif incroyable de Poste Canada. Est-ce qu'on pourrait offrir des services bancaires, des services d'assurance? C'est ce qu'on voit beaucoup
beaucoup dans d'autres pays. Malheureusement, Post Canada agit de manière unilatérale, n'a pas consulté ses propres travailleurs et travailleuses qui ont des propositions et qui ont des suggestions, n'a pas averti les maires des municipalités. On a le maire de Montréal qui n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Mes collègues de l'Ontario, le maire de Windsor est furieux également parce que ça va avoir des impacts dans les communautés. Et pour nous, c'est pas la solution, c'est une mauvaise décision, c'est de la mauvaise gestion, encore une fois. Je vais entendre M. Geloso maintenant. Oui. Bien, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que Post Canada, dans les dernières 16 années, en fait, depuis 1981, quand Post Canada est passé d'un département ministériel à une société d'État, la manière qu'ils ont faite pour se rentabiliser, c'est qu'il y a eu une série de hausses massives du taux qui était chargé pour un timbre au Canada. C'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer dans leur argent avant l'arrivée de nouvelles technologies qui venaient mettre en défi le statut de monopole de Post Canada, donc la capacité financière qu'ils avaient de passer les inefficacités de la société d'État sur le dos des contribuables et des consommateurs. Donc, à cet égard-là, il faut comprendre que c'est pas une bonne solution de regarder vers le passé, parce que dans le passé, ça s'est fait sur le dos des consommateurs. Deuxièmement, quand on dit qu'il faut regarder vers l'Europe, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en Europe, les marchés, depuis le 1er janvier 2013, sont 100% libéralisés. Toutes les formes de lettres sont ouvertes à la compétition par n'importe quelle compagnie peuvent le faire. Et dans une série de pays très importants, il y a eu une privatisation qui s'est effectuée. Et dans tous les cas, les délais de service ont diminué. Donc, c'est-à-dire le temps pour livrer une lettre a diminué et les prix ont aussi diminué. Par exemple, en Autriche, les prix ont diminué de 11 %, aux Pays-Bas, 15 %, en Allemagne, 17 %. Et ça, c'est dans un contexte c'est qu'on a ouvert le marché complètement à la concurrence et qu'on a privatisé les équivalents européens à Post Canada. Mais si on parle donc, du service postal chez nous, au Canada, il y a quand même des arguments évoqués par, entre autres, M. Boulris, également le syndicat, des questions très importantes, des inquiétudes très importantes à la suite donc de l'application de ce plan-là. Il y a M. Duguay, Alain Duguay, qui représente donc les travailleurs de Montréal. On va l'entendre nous résumer ces enjeux-là. Et M. Geloso, je vais recueillir votre réaction ensuite. Il y a plusieurs enjeux là, dans l'arrêt de la livraison à domicile. Premièrement, on fait face à une population vieillissante, on va leur demander de se déplacer. Vancouver, des boîtes à l'extérieur. Il y a beaucoup de vols de courrier. Une des priorités du service postal, c'est d'assurer la sécurité du courrier. Et à l'extérieur, dans les centres urbains, à 3-4 heures le matin, on ne pense pas vraiment que c'est la solution de sécuriser le courrier. L'autre chose, au niveau environnemental, si les boîtes se font ouvrir, on a peur que les gens envoient des circulaires tout partout dans la rue. Je pense pas que ce soit l'intention de la Ville de Montréal d'avoir des circulaires partout dans ces rues. Donc, c'est toutes des choses que nous, on arrive avec d'autres solutions. On est déçus de la façon que ça se passe sans qu'on soit consulté. Depuis l'élection du gouvernement Harper, Post Canada s'est trouvé des alliés pour réduire les services. Mais il ne fallait pas s'y attendre parce que là, trimestre après trimestre, là, on encaissait des pertes, là, sauf en 2012. Puis là, c'était à grand coup de concession pour les travailleurs. C'est à grand coup de concession. Et bon, effectivement, les premiers trimestres à chaque année, depuis quelques années, il y avait des déficits. Mais là, on rentre dans la période où Post Canada va faire ses profits, c'est-à-dire le dernier trimestre, avec l'augmentation des colis, l'augmentation du courrier dans le temps des fêtes. À chaque année, le gros trimestre, le gros pourcentage du courrier, c'est dans la période actuelle. Mais c'est quand même des pertes qu'on prévoit à très long terme. Il y a cette étude du Conference Board qui prévoyait des pertes d'1 milliard annuellement d'ici 2020. Post Canada qui déjà songe à demander de l'aide des gouvernements, du gouvernement fédéral, étant donné les pertes. Est-ce que vous sentez que les arguments, les récriminations des employés pourront trouver un appui au sein de la population? On souhaite que oui, il y a déjà des sondages. Quand vous me parlez du Conference Board, pour nous, c'est un rapport qui est bidon, qui a été commandé par Post Canada, par Deepak Chopra, qui est le président, qui provient de l'entreprise privée et qui est basé sur un déficit de 250 millions qui n'a jamais eu lieu. La seule année qu'il y a eu un déficit dans les 18 dernières années, c'est 2011, et il faut comprendre qu'il y avait deux gros montants non récurrents, c'est-à-dire qu'il y a eu changement à la loi du fonds de pension qui a fait en sorte que Post Canada a dû investir 60 millions, et aussi l'équité salariale, un dossier qui traînait depuis les années 80 avec les employés de bureau, et Post Canada a dû mettre de côté 200 millions pour ce litige-là. Si on enlève ces deux montants qui sont non récurrents, même en 2011, il y aurait eu profit. Donc, dans les 18 dernières années, il y a toujours eu des profits. Et on est conscient qu'on doit revoir, on a toujours dit qu'on devait revoir notre travail. Sauf que c'est pas en réduisant les services. On pense pas que c'est la population va être bien servie. M. Geloso, quand j'écoute M. Duguay expliquer la performance financière de Post Canada, je me dis peut-être que le remède, en tout cas, ça peut sembler un peu trop sévère pour ce qui est diagnostiqué du côté de Post Canada. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, écoutez, moi, je pense que ce qu'il faut regarder vraiment, c'est les tendances de long terme. Puis ce qu'on voit, c'est qu'au Canada, pour régler la situation financière du domaine postal, on hausse le prix des timbres, alors qu'on regarde dans les places où ça a été privatisé et libéralisé, particulièrement en Europe centrale, donc je parle Allemagne, Pays-Bas, Autriche, mais aussi de nouveaux pays qui embarquent dans la game, comme la Grande-Bretagne. Dans ces places-là, lorsqu'on tient compte de l'inflation, le prix du timbre, au lieu d'augmenter comme c'est le cas au Canada, il diminue et les services, le temps de délai des services diminue aussi. Donc, la qualité du service augmente en même temps que les prix diminuent. Alors, je pense que c'est peut-être le temps qu'on regarde vers un complètement différent modèle, un qui n'est pas opéré uniquement par l'État, ne serait-ce que de permettre la concurrence et au mieux avoir un programme de privatisation partielle qui inclurait les travailleurs en leur donnant des actions visant ainsi à améliorer la performance de la société d'État. Alexandre Boulris, un nouveau modèle partiellement privatisé avec potentiellement des nouveaux services. Comme vous avez évoqué, M. Duguay, au cours de son entrevue, parlait de services bancaires. Est-ce que ça pourrait être envisageable? Ça pourrait être envisageable d'offrir de nouveaux services, mais tout en gardant le caractère public de ces services-là aux citoyens puis aux citoyennes de notre pays. J'entends mon ami de l'Institut économique de Montréal, à tous les problèmes, ils ont toujours la même solution, c'est la privatisation. Bon, c'est leur idéologie. Nous, on pense qu'il y a de la place pour un marché privé. Il y a également de la place pour des services publics. Pour nous, le service postal, historiquement, c'est un service public au Canada puis au Québec qui fonctionne assez rondement. Et on ne voit pas comment on va améliorer l'économie de notre pays puis de nos communautés en mettant 8 000 bons emplois directement à la poubelle qui vont être remplacés par rien du tout. Alors, moi, c'est une mauvaise nouvelle en soi pour des gens qui n'accéderont jamais à ces emplois-là qui existent aujourd'hui et qui pourraient continuer à exister si on faisait preuve d'un peu de bonne foi et de créativité, si on s'assoyait avec le syndicat et les travailleurs, si on trouvait des solutions ensemble. Malheureusement, ce n'est pas la voie que Post Canada a pris. Mais quand on parle d'ajouter des services, et c'est ce que M. Duguay mentionnait aussi, au lieu d'en abolir, créons-en de nouveaux, on parle de services bancaires, de services d'assurance. On n'implique pas là le privé, M. Boulris? Oui, effectivement, on implique là-dedans le privé qui peut être, avoir un bureau au comptoir postal. Moi, ce que je vous dis, c'est que les services publics actuels, qui sont des services postaux, devraient demeurer parce qu'ils fonctionnent relativement bien. C'est de l'argent qui est réinjecté dans notre économie également. C'est des emplois où les gens ont un petit peu des conditions de travail meilleures que d'autres, avec des assurances, que si leurs enfants tombent malades, ils peuvent les soigner, avec un petit fonds de pension également. C'est pas énorme, là, qu'est-ce qu'ils ont les facteurs et les factrices. Je pense que leur travail est apprécié des gens. Je pense que ça fait partie également des habitudes de vie de la plupart de nos concitoyens, mais également pour beaucoup de personnes âgées, là. M. Geloso, comment ça fonctionne ailleurs dans le monde, ces services rajoutés, cette transformation, par exemple, services bancaires, services d'assurance? Est-ce que ça fonctionne bien? C'est concluant, l'exercice? Oui, puis la raison que c'est concluant, c'est en fait surtout, par exemple, en Allemagne, Deutsche Post a mis en place un système bancaire qui fait partie de ses services, mais c'est parce que dans ces sociétés-là, la société privée qui devient l'opérateur, qui est toujours un opérateur postal, essaye et implique des acteurs privés en essayant d'utiliser... Parce que la game de ces entreprises-là, c'est de faire du profit et donc aussi de faire du profit sous la contrainte de la concurrence, ce que Post Canada n'a pas. Et sous la contrainte de la concurrence, ils sont obligés d'améliorer leurs services, d'améliorer leur structure de performance. C'est une incroyable discipline qui peut provenir de la concurrence. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas juste privatiser, il faut libéraliser parce que Post Canada pourrait trouver des manières, dans ce cas-là, face à la concurrence, de manière de s'adapter, de se moderniser, de se restructurer, d'améliorer son service et de produire d'une manière plus efficace qui est aussi à la hauteur des Canadiens. Puis finalement, j'aimerais ajouter un point. En ouvrant le marché à la concurrence, on s'ouvre à la possibilité, comme c'est le cas en Suède, où c'est que ça a été libéralisé aussi, est-ce qu'il y a des différentes formes de services pour différents clients qui ont des préférences différentes? C'est-à-dire, au lieu d'avoir un service one size fits all qui est pareil pour tous les Canadiens, on aurait des services diversifiés qui sont adaptés aux clients, aux fournisseurs, aux expéditeurs puis aux récipients. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut avoir un marché libéralisé, augmenter la qualité, augmenter la diversité, diminuer les prix pour ainsi sauver des millions, des centaines de millions aux entreprises canadiennes, aux individus canadiens, et pas juste d'aider une société d'État qui est inefficace. M. Geloso, M. Boulris, j'espère que vous allez rester avec nous. On va poursuivre après la pause. Il y a un des éléments donc de ce plan qui a été présenté par Poste Canada aujourd'hui dont on n'a pas abordé, c'est le prix des timbres. On sait que le prix va augmenter entre 35 et environ 59 dépendant de la quantité donc de timbres qu'on achète. Un impact, bien sûr, pour les petites entreprises. On va entendre au retour de la pause la réaction de la vice-présidente section Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et ensuite, on va poursuivre la discussion. M. Geloso, M. Boulris, on se retrouve après la pause.
retour à l'émission à la une. Poste Canada, je vous le rappelle, qui prend les grands moyens pour assurer un retour à la rentabilité. D'ici 5 ans, on met fin à la livraison à domicile dans les villes pour le courrier. Les timbres sont aussi plus chers dès le 31 mars. Martine Hébert de la FCEI affirme que Poste Canada ne devrait pas tenir pour acquis les commerçants qui vont subir cette hausse du prix du timbre. 43 des entreprises, par exemple, au Québec, font plus de 50 envois postaux par mois. Donc, c'est quand même assez substantiel là, quand on parle d'une hausse de tarifs qui peut aller jusqu'à 59 Est-ce que vous pensez que ça peut inciter un plus grand nombre d'entreprises à migrer vers le numérique pour celles qui ne l'ont pas déjà fait et pour qui c'est possible? Bien, écoutez, soit ça ou soit encore, je vous dirais, dans certains cas, là, faire appel à d'autres services de courrier. C'est un petit peu ça qu'on voit dans la réforme qui a été annoncée ici par Poste Canada, de dire, bien, généralement, dans un marché, quand on augmente les prix, ça diminue la demande. Alors, quel va être l'impact sur les finances de Poste Canada? Est-ce que c'était vraiment la meilleure solution que de dosser les tarifs de façon substantielle pour régler le problème de déficit? C'est la question qu'il faut se poser et pour nous, c'était pas la meilleure solution. Les entreprises risquent de tourner le dos à Poste Canada. Vous prévoyez ça aussi? Bien, écoutez, comme je disais tantôt, il va falloir voir à l'usage là, ce qui va se passer, mais il y avait d'autres avenues de solutions auprès de Poste Canada là, qu'ils auraient pu prendre, qui auraient fait moins mal aux petites entreprises. Pensons, par exemple, justement aux conditions salariales qui sont octroyées aux employés de Poste Canada. Ils bénéficient, quand on compare au secteur privé, des travailleurs dans des postes similaires. Quand on compare ça au secteur privé, ils ont un avantage salarial et de bénéfices marginaux là, de 44 donc, c'est énorme. Le déficit du régime de pension des employés de Poste Canada est de 6,5 milliards. Donc, c'est énorme. C'est une pression énorme, effectivement, sur les coûts. Il aurait peut-être fallu regarder de ce côté-là bien avant aujourd'hui. Donc, voilà pour les propos de Martine Hébert. Alexandre Boulris, finalement, les entrepreneurs qui disent « Poste Canada, ça coûte cher, ça nous coûte cher, ils ont des conditions bien meilleures que nous. » Et là, on hausse le coût des timbres. Difficile à gérer pour les petites entreprises, surtout. Votre réaction? Bien, j'étais plutôt d'accord avec le début de l'intervention de la dame, à la fin, un petit peu moins. Vous savez, les problèmes des régimes de retraite, c'est aussi beaucoup parce que les spéculateurs ont fait réduire les actifs sur les marchés boursiers en 2008-2009. Donc, faire payer le prix tout le temps aux travailleurs et aux travailleuses là, pour les spéculations sur la bourse, j'ai de la misère avec ça. Mais ça, l'ensemble des régimes de retraite ont des difficultés à cause de ça aujourd'hui. Bien, sur le coût des timbres, effectivement, puis l'impact que ça a sur les petites et moyennes entreprises, là-dessus, je suis assez d'accord avec le point de vue de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes parce que c'est un peu comme si Poste Canada se tirait dans le pied. Puis quand on regarde l'ensemble des points qui sont mis aujourd'hui sur la table, c'est pratiquement comme si on voulait pas que ça marche. On voulait que les gens aillent ailleurs. Vous savez, quand on veut tuer son chien, le meilleur moyen, c'est de dire qu'il a la rage. On a l'impression qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas de bonne foi pour que ça fonctionne bien. Des augmentations de coûts de près de 60 que ce soit pour des citoyens ou que ce soit pour des entreprises. Effectivement, les gens vont regarder des alternatives. Je ne sais pas à quoi ils pensent quand ils font ça, là. Monsieur Geloso, sur le plan en 5 points, est-ce que c'est un des 5 points qu'on aurait peut-être dû mettre de côté, selon vous? Absolument. En fait, moi, je vous dis, je réitère que un bon plan pour Poste Canada, c'est d'aller de l'avant avec la libéralisation du segment. Parce qu'il faut comprendre que Poste Canada a un monopole sur toutes les lettres de petits poids, donc des lettres en bas de 50 grammes, et 3 fois le prix du timbre. Donc, c'est la majorité des lettres envoyées au Canada. Poste Canada est le seul fournisseur de ça. Je vais vous donner une comparaison. Dans certains pays, comme la Suède, où c'est que ça a été libéralisé, il y a des fournisseurs qui sont spécialisés dans fournir le service pour des entreprises qui s'adaptent aux petites entreprises ou à des grosses entreprises de fournir et de livrer le courrier pour eux au lieu d'utiliser l'ancienne société postale Posten AB. C'est beaucoup plus efficace comme ça grâce à la libéralisation, grâce à la privatisation. Puis ce qu'on a vu d'ailleurs en Suède, c'est que ce segment-là du marché a eu une baisse considérable des prix parce qu'il y a eu de la spécialisation, parce que les entreprises ont eu plus de choix. Ce qu'il faut dire, c'est que augmenter le prix du timbre, c'est pas la solution. Puis c'est pas la solution surtout quand il y a un monopole. La solution, c'est d'ouvrir le marché à la concurrence et de privatiser graduellement Poste Canada. Bon, on aura conclu sur un point sur lequel vous êtes d'accord, monsieur, que finalement, d'augmenter le coût du timbre, ça ne fonctionne pas. Donc, on peut s'accordre du côté du NPD, Alexandre Boulris, est-ce qu'on parte finalement en guerre contre ces mesures-là? Rapidement. C'est sûr qu'on va s'y opposer. On va s'opposer à la diminution de services, la hausse des coûts, les pertes d'emplois, l'impact que ça va avoir dans les communautés. Puis encore une fois, je réitère, les boîtes, où est-ce qu'ils vont les mettre? Je ne sais pas. Alexandre Boulris du NPD, merci beaucoup du côté d'Ottawa de vous être joint à nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci Vincent Geloso, économiste et co-auteur d'une étude sur la privatisation de Poste Canada à l'IADM. Merci beaucoup, M. Geloso. C'était un plaisir. Au revoir. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain.